Donc aujourd'hui, correction du devoir de chimie avec donc les terminales. C'était un devoir donné en 2 heures qui traitait du domaine des acides, des bases et des titrages, et des différentes méthodes en fait. Donc c'est plutôt des petites connaissances que autre chose. Alors première question, des généralités sur les acides et les bases avec les définitions suivantes à fournir. Selon Brønsted, l'acide et la base auront les rôles suivants. Un acide peut capturer H+, et donner une base. Puisque toujours selon Brønsted, réciproquement, une base va pouvoir donner un acide plus H+, c'est-à-dire que la base va libérer H+. Ensuite, écrivons la demi-équation du couple HNO3 et NO3-. Cette demi-équation, c'est mécanistique. C'est pour ça que je conseille, moi, de mettre un signe égal. Il n'y a pas d'interdit, mais ça permet bien de distinguer quand il y a une réaction chimique d'un mécanisme. Très simplement, on a un H ici en plus que ici, du coup, et on va rajouter H d'un côté, et comme la particule échangée est H+, ce qui est validé par la neutralité ici à droite et la neutralité à gauche. Donnez la formule de l'ion éthanoate. L'ion éthanoate est ici dans le couple. Ici, on reconnaît l'acide éthanoïque, donc l'ion éthanoate est la base conjuguée. CH3CO-. Alors, on peut la représenter en forme de Lewis, ce qui n'était pas demandé ici, ce qui donne. Avec, on remarquera ici la présence de 3 doublés non-liants autour de l'oxygène à la place des 2 habituels, ce qui indique une charge négative de plus, en effet. Ici, on compte les électrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons autour de l'oxygène, comme lorsqu'il c'est un atome, on a 6 électrons de valence, alors qu'ici, on dénombre 7 électrons dans son voisinage. On en déduit la demi-équation du couple. Quelle réaction se produit si l'acide nitrique est versé sur l'ion éthanoate? Alors on va s'appuyer sur les questions précédentes. L'acide nitrique est un acide, de par son nom déjà. Et là, dans la demi-équation, on a bien un acide. Il va agir sur l'ion éthanoate. Donc dans ce type de questions, on demande les couples. Et du coup, on va préparer nos deux demi-équations des couples qui agissent. Et je conseille de mettre les réactifs tout de suite du côté gauche. Ça ne change pas pour l'acide nitrique. On inverse pour le couple de l'ion éthanoate. Ensuite, on combine les deux équations de façon à éliminer les H+. C'est-à-dire qu'on va additionner ici les deux équations. On aura un H+ de chaque côté, ce qui nous permet de vérifier que c'est correct. Et du coup de déduire l'équation de la réaction, soit ici une flèche apparaît parce que c'est une réaction. Dans ce cas-ci, elle est totale. Et on a bien un H+ de chaque côté. C'est une équation bilan. On peut éliminer les espèces chimiques de part et d'autre qui sont identiques, soit ici éliminer le H+. Ce qui nous donne l'équation de la réaction finale, HNO3 qui donne plus CH3CO- qui donne CH3COH plus NO3-. Attaquons le second exercice. On va parler de la force et de la faiblesse d'un acide. On va commencer à dresser un tableau d'avancement pour la réaction suivante. Alors ici c'est mécanique, on fait son tableau. Dans un premier temps, on place la réaction, ainsi que les quantités mises en jeu, l'état initial et l'état final. Donc on remplit avec une particularité pour l'eau. Ici l'eau est le solvant puisqu'on est en solution. Du coup il y en a en excès. Quand il y en a en excès, on place un X dans la colonne. Ainsi, on introduit un nombre de moles initial d'acide propanoïque ici et on en obtient Ni moins X final. Moi j'aime bien mettre X fin, puisque ici on ne sait pas si on va totalement dissocier l'acide ou pas. C'est pour ça que j'aime bien distinguer le X final d'un X max que j'associe à un X max théorique en considérant une réaction totale. Il vient alors, puisqu'il n'y en a aucun produit au départ, ce qui nous permet de construire le tableau technique théorique. Ensuite, on va remplir ce tableau au fur et à mesure des questions. C'est pourquoi je laisse toujours 2 lignes ou 3 lignes, de l'espace pour l'état final où on a souvent des valeurs numériques à compléter. Ensuite, on demande de calculer, de déterminer le réactif limitant si la réaction est totale. Ce qu'il faut comprendre par déterminer un réactif limitant, c'est qu'on veut le X fin, numériquement.
Après, ici, on peut tout de suite dire que le réactif limitant, c'est l'acide propanoïque, puisque H2O est en excès. Ce qui est une réaction, c'est correct, mais il faut tout de suite déclencher l'action de calcul qu'on se doit de développer lorsque l'on fait des sciences. Ce qui nous permet de remplir par la suite le tableau d'avancement. Donc ici, on trouvait 0. Et à ce moment-là, on a théoriquement 1,0 10-2 et là 1,0 10-2 dans le cas où la réaction est supposée totale. Hein, d'accord. Là, on est à x fin qui serait égal à un x max. J'aime bien mettre x max théorique. Hein, on est sur une supposition de travail. Rappelez la définition du pH et ensuite on va comparer cette analyse théorique à des données expérimentales. Donc pH est égal à moins log de la concentration de H3O+ en solution sur C0. C0 étant une concentration de référence et on va préciser sa valeur. Alors cette concentration est infiniment précise. Bon, là j'ai mis 1,00. En fait on peut mettre 1 formellement puisque c'est une concentration de référence. Ce n'est pas une mesure. Donc souvent on trouve 1,0 de la part des élèves, mais sachez qu'on peut mettre 1. Alors on déduire la valeur du pH attendu suite à cette réaction. Donc là on est sur un pH théorique. On déduit la concentration H3O+ de la lecture du tableau théorique. Si la concentration est maximale, on aura donc, si la réaction est totale, on aura donc le X max qui sera le X maximum théorique atteint. On remplace par la valeur de 1 10-2 divisé par 1, ce qui nous donne moins log de 1 10-2, ce qui nous donne 2,0. Ensuite, eh bien, on va ici venir conclure sur la force de l'acide. Alors petit aparté, là on applique le logarithme à un nombre qui a 2 chiffres après la virgule, donc du coup on garde ici 2 chiffres significatifs. Ça, sinon vous laissez le même nombre de chiffres, là c'est pas très grave, pour ceux qui se poseraient des questions. Rappelons la définition d'un acide fort. Un acide fort se dissocie totalement dans l'eau. Et dans ce cas, on attendrait un pH expérimental de 2. Or, on nous dit que le pH finalement mesuré est différent de 2. 2,8 d'ailleurs. 2,8 est supérieur à 2. C'est différent, donc cet acide est faible. Donc cet acide est faible. D'ailleurs, on obtient un pH moins important, enfin moins bas que prévu. Hein, le pH 2,8 est supérieur à 2. Or, on sait que l'acidité est croissante vers les pH petits qui vont vers 0. Donc on est bien moins acide que prévu, ce qui veut dire que l'acidité de la solution s'est trouvée moins forte que prévu. Voilà. Voilà pour cet exercice 1. Alors, et 2. Donc dans cet exercice 3, que nous allons corriger, 2 questions relatives à la technique de titrage par conductimétrie. L'idée étant d'avoir un peu en tête ce qui peut y avoir dans ces titrages comme problématique. Donc, avec une question assez simple, expliquer le fait que la conductivité 0 avant le titrage et à l'équivalence ne soit pas nulle. Alors avant le titrage, c'était avant le début du titrage. Et puis à l'équivalence, pourquoi cette conductivité ne serait pas nulle. Et enfin, dans une deuxième étape, c'est d'extraire la volume du volume équivalent. Donc c'était 2 petits trucs un peu techniques, mais sans traitement derrière. Donc ici, tout simplement, on a un titrage qui nous est indiqué entre lésions Cl- et lésions Ag+, et on verse dedans une solution de nitrate d'argent. Donc on voit qu'il y a des ions nitrates qui conduisent également, et on voit qu'on a des ions sodium qui interviennent notamment dans la formule du sel. Alors du coup, pourquoi il y aurait une solubilité non nulle avant le titrage? On a des ions au départ, hein. Il y a des ions dans la solution titrante, mais surtout à l'équivalence, eh bien autant les ions de titrant et titrés vont être en quantité stoichiométrique, donc ils vont se détruire via la réaction, mais surtout on a toujours la présence d'ions spectateurs. Donc c'était ce qui a été attendu ici, c'était la présence à minima, présence des ions spectateurs. Et après,
on demandait d'extraire un volume équivalent d'une représentation graphique. Alors, là, extraire le volume équivalent la plus précise à partir de votre courbe. Donc là, on attend quelque chose de vraiment précis dans la restitution, pas forcément, alors précis aussi dans la construction, mais vous voyez, on va sur ce type de titrage tracer la droite avant et après l'équivalence, puisque dans ces cas-là, on a ici deux droites, l'une avant, l'une après. On peut démontrer que l'on obtient bien normalement des droites avec des conditions optimum de manipulation. Alors, ici et ou un traitement numérique, mais là, il faut se rappeler qu'on trace les deux droites, on passe par les points. Autour de l'équivalence, c'est un petit peu plus tendu parce qu'on arrive sur des endroits où il y a des variations de volume non négligeables, on arrive sur des endroits où les quantités d'ions sont plus présentes exactement, donc ça déforme un peu la courbe éventuellement. Donc là, le point d'équivalence, c'est le point E ici. Et on va lire son volume. La conductivité est non nulle, c'est ce qu'on avait vu, et on place donc ici à l'équerre, ce que je ne fais pas, mais on peut très bien faire un trait qui soit acceptable pour déterminer ce volume. Et puis ici, on a VE. Alors, là, ce qui est attendu, c'est d'extraire une valeur précise. On voit qu'on n'est pas exactement sur la graduation. Par ailleurs, les graduations ne sont peut-être pas des graduations de 1 en 1, puisque ici on a une échelle qui va de 1, 2, 4. C'est pas des graduations classiques attendues. Donc surtout, moi je vous conseille d'utiliser le facteur d'échelle, puisque c'est attendu aussi au bac. Donc là, on a 7,35. Donc ici, le volume équivalent correspond à 7,35 cm. Et puis, on va aller chercher le facteur d'échelle. Alors, pour minimiser les erreurs, on va chercher le facteur d'échelle le plus grand. Donc ici, on a la taille du graphique. On va de la première graduation à la dernière avec 14 cm. Donc là, bien que la flèche dépasse un peu, 14,00 cm. Moi, je suis précis à la quart de graduation, même j'aurais pu aller un peu plus loin. Ça, c'est mes 20 ml. Du coup, grâce à ce facteur d'échelle là, je vais extraire la valeur de l'échelle. Alors je dis ce que je fais, on mesure, 2 points, et puis voilà. Donc là j'ai les gens démographiques. E, ici ça peut être noté point d'équivalence. Merde. Pour gagner les points maximum, on pose le calcul. Ainsi, on fait apparaître le facteur d'échelle et on obtient 10,5. On n'oublie pas l'unité et puis on peut vérifier que l'unité est cohérente. En effet, ici, on n'a pas trop écrit de bêtises parce que 1, on trouve une valeur inférieure à 20 ml, on s'attendait à ça. 2, ici, on a bien des centimètres et des centimètres. On divise l'un par l'autre, ce qui fait que bien le calcul ici a une seule unité, les millilitres. Voilà. Donc ça, c'est ce qui était attendu. Une petite partie contextualisée dans l'exercice 4, donc avec derrière une exploitation de titrage. Donc ça c'est extrait d'un sujet de bac sur la partie acido-basique, et on nous demande d'enregistrer, d'entourer ici le groupe caractéristique en justifiant le terme acide dans le nom de l'espèce chimique considérée. Alors l'acide formique est ici, donc là je demandais d'entourer donc ce groupe fonctionnel ici. C'est un groupe caractéristique des acides carboxyliques. Du coup, on justifie la présence du nom acide dans cette espèce. Alors acide formique, c'est parce que historiquement c'est l'acide des fourmis, mais en fait c'est l'acide méthanoïque. Et enfin, on nous demande justifier que l'acide formique se note acide méthanoïque dans la nomenclature officielle. Ici on a donc acide oïque, ça nous donne la nomenclature associée à l'acide carboxylique, et c'est un acide à un carbone. Comme on a un carbone, ça veut dire qu'on a un groupement meth. Voilà. Écrire la dissolution du carbonate de sodium dans l'eau. Alors là, on se réfère à du programme de seconde. Donc on a du carbonate de sodium. Donc là, le carbonate de sodium, l'ion carbonate, c'est CO3 2-. Donc si on dissout ce carbonate de sodium dans l'eau, on va fabriquer deux ions, donc CO3 2
2-. Et puis comme c'est du sodium, c'est l'ion sodium qu'on doit connaître, puisque l'ion sodium intervient également dans la soude, NaOH, dans le sel, NaCl. Donc cet ion est à connaître. Maintenant, on dissout du carbonate de sodium, mais il faut respecter les règles de la chimie, à savoir la conservation des éléments. Donc conservation des éléments chimiques, mais on conserve aussi toutes les petites sous-particules, ce qui induit la conservation de la charge électrique totale. Donc ici on a 2 plus et 2 moins. Il faut avoir une charge neutre puisqu'on dissout un solide et les solides sont neutres par définition. Ce qui nous donne ici une formule de solide, Na2CO3. Solide, c'est une dissolution, on obtient des espèces aqueuses et aqueuses. Ainsi, quand on met ce carbonate de sodium dans de l'eau, eh bien, il va se produire une réaction entre le carbonate, qui est une espèce basique, comme le montre la demi-équation, et l'acide formique. Du coup, on va pouvoir écrire une réaction qui va nous permettre de justifier que, comme l'indiquait le texte, le remède. Alors ici, Na2CO3, la formule était donnée dans le texte, donc à la lecture du texte, on pouvait aussi avoir des indications sur la dissolution. Donc là, ici, on veut l'équation de réaction, donc comme tout à l'heure, demi-équation et réaction de combinaison. Donc ici, les deux demi-équations sont les suivantes. Celle faisant intervenir CO3-, on nous donnait le couple ici avec HCO3-, l'ion hydrogénocarbonate. Donc ici, CO3- va donner l'hydrogénocarbonate, l'acide formique va donner sa base conjuguée, l'ion formiate, et la combinaison des deux conduit à cette équation. Je ne redétaille pas puisque tout à l'heure on avait déjà écrit une réaction acide-basique, donc on peut peut-être aller un peu plus vite. Et on nous demande de préciser le rôle. Ici en fait CO3-, va venir capturer le H+, libéré par l'acide formique. Ce H+, qui du coup ne vient pas augmenter l'acidité à la surface de la peau et donc qui provoque les démangeaisons et les rougeurs. Ainsi, il va venir ici fixer le H+, que l'acide formique allait libérer, et c'est cet H+ là qui vient endommager la peau et provoquer la dite piqûre et la douleur. Donc voilà, neutralisation du coup de l'acide. Alors dans cette seconde partie, on va faire une étude technique et puis on va faire un titrage. Donc du coup, voilà, on a une indication de solution commerciale et on va venir vérifier les données du fabricant. Donc quand on vérifie les données d'un fabricant, on ne peut pas les prendre comme acquises en fait. Il faut faire comme si elles étaient inconnues et on va les reproduire pour les fabriquer. Et donc on vous dit ici, montrer que si il y a 65%, on va obtenir C0 égale à 16,3. Vous ne pouvez pas dire qu'on a 16,3 parce que c'est montrer que si on a 65% d'indication, alors on va trouver ça. Donc on part des 65% pour aller à la solution. Ici on s'appuie donc sur la notion de titre massique qui relie la masse d'acide contenue dans une masse de solution. Or la masse de liquide est reliée avec la masse volumique à ρV, ce qui veut dire que là on a ρ de la solution. Mais on a comme information la densité. Quel est le lien entre la densité et ρ de la solution? Eh bien, on a donc ici la densité fois la masse volumique de l'eau, comme elle vaut 1 g par millilitre, ça nous donne une masse volumique de 1,15 g par millilitre. Alors maintenant, si on veut vérifier la concentration de 16,3 mol, on peut très bien calculer la masse d'acide pour un volume de 1 litre, soit 747,5 g pour 1 litre de solution, et on en déduit la concentration en calculant ici le nombre de moles d'acide, en calculant 747,5 divisé par la masse molaire de l'acide qui est donnée, 46, et divisé le tout divisé par 1 litre, donc par 1, et on trouve 16,25, ce qui tombe bien sur la valeur annoncée, C0 égale 16,3. Quelques petites questions de cours. La réaction du support du titrage est la suivante, HCOH plus HO-
qui donne l'ion fermiate HCO- plus H2O. On n'oublie pas aqueux, puisque toutes ces espèces sont en solution. Ça, c'est une molécule en solution. Et ici, on a des ions. Les ions sont en solution. Ils sont toujours dissous, donc on a toujours aqueux. Et puis H2O, c'est le solvant. On précise que c'est à partir du couple H2O H- pour ne pas refaire tout ce qu'on a fait avant. Si ça avait été la première question, la première fois on établissait une réaction, il aurait fallu écrire les deux demi-équations pour justifier l'écriture de la réaction acido-basique. Définir l'équivalence. À l'équivalence, les réactifs sont limités en même temps, ou bien à l'équivalence, il y a changement de réactif limitant, ou bien à l'équivalence, on a introduit les réactifs en quantité stoichiométrique. Votre choix, ces trois définitions sont équivalentes. Et ensuite, on distingue définir l'équivalence de écrire la relation à l'équivalence. Écrire la relation à l'équivalence, c'est une relation de nombre de moles. Techniquement, le nombre de moles initial d'acide introduit divisé par le nombre stoichiométrique lié à l'acide. Ici est égal au nombre de moles de réactifs titrants introduits à l'équivalence. Donc ici, la base divisé par le nombre stoichiométrique de la base. Soit pour cette réaction, le nombre de moles d'acide introduit dans le bécher divisé par 1 égale au nombre de moles à l'équivalence de base versé divisé par 1. Alors très souvent dans un titrage on fait des dilutions, il est important de répondre correctement à ces questions, quelle verrerie on utilise, pourquoi on prend cette verrerie là, et on vous indique qu'on prélève initialement un volume de 1 ml avec une dilution au centième. Au centième c'est le facteur de dilution, donc lorsqu'on fabrique une solution finale, de volume final V final, et que l'on a prélevé un échantillon que l'on a introduit dans une fiole jaugée, eh bien le facteur de dilution c'est V final sur V prélevé. Et donc ici, on nous dit que c'est 100, puisque c'est une dilution au centième. Ainsi, ça veut dire que comme le volume prélevé, c'est 1 ml d'après le texte, eh bien on va utiliser une verrerie finale de 100 ml. Ainsi, là, on va utiliser une pipette jaugée, alors que pour le volume final c'est dans la fiole, le volume prélevé, il est prélevé à la pipette, et cette pipette doit être jaugée si on a un choix possible. Et donc on aura l'utilité d'une fiole jaugée de 1 ml, d'une pipette jaugée de 1 ml et d'une fiole jaugée de 100 ml pour faire le prélèvement. Donc important, il faut justifier les choix de volume. Et les choix de volume se justifient par soit la loi de la dilution avec des calculs, soit par le facteur de dilution, ce qui revient au même. Donc ici on réalise le titrage, on demande un schéma à noter, puis après d'exploiter et de calculer la concentration de la solution. Une burette, un bécher, un dispositif d'agitation, il est électrique, on le branche, une sonde avec du pH mètre. Donc voilà, clac clac, et on légende tout ça. Ce qui veut dire que derrière, il faut qu'on sache qui est quoi. Donc première légende de matériel, une burette, un pH mètre, un bécher, un dispositif d'agitation. Donc vous mettez 1, 2, 3 et 4 et vous avez votre liste de matériel. Et de l'autre côté, pour tous les titrages, il faut, et c'est pas demandé quand on demande de faire le montage, bon ben voilà, on a ça, mais ce qui est important c'est d'indiquer les solutions. Solution titrée avec C acide ici parce que c'est C acide et V prélevé. Le V prélevé on le note tout de suite, donc on trouve que ça fait 10 ml, 10,0 ml. Ensuite on prend une burette avec la solution titrante, donc on note la solution. La solution titrante ici c'est la soude. La soude, eh bien, on nous a indiqué tout à l'heure la concentration de cette soude, donc je vais marquer CB pour la concentration de la base, fois VE. Le VE, il est inconnu, le CA est inconnu. Donc on a une équation à deux inconnus, on est coincé, sauf à connaître une valeur spécifique. Donc la soude dans le sujet était de concentration 10-1 mol par litre, 1 10-1 mol par litre. Donc maintenant, à force de ça, on va chercher le volume équivalent. Quand on aura le volume équivalent grâce à la relation à l'équivalence, on trouvera CA. Alors ici, on nous donne une figure qu'on va exploiter. Donc ici, on a
pH en fonction de VB, déterminer si la solution d'acide formique S0 est bien conforme à, commenter l'éventuel écart. Alors ici, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va extraire de cette courbe, grâce à la méthode des tangentes, eh bien, notre volume équivalent. Pour cela, eh bien, on prend une droite, on se place de façon tangente dans la courbure. Le saut de pH, c'est là où on va lire le pH. On trace donc une première tangente, tangente 1, c'est pour ça que c'est la méthode des tangentes. Une droite perpendiculaire, puis on vient chercher, en traçant cette droite perpendiculaire, une parallèle. Donc on a la tangente 2. Tangente 2 est parallèle à tangente 1, elle est tangente de l'autre côté. Ensuite, on va venir chercher la droite, une troisième droite parallèle qui se trouve être exactement au milieu de ces deux tangentes, d'où le nom, méthode des tangentes. Donc ici j'ai 3,3 cm, ce qui me donne 1,65. Donc là 1,65 ici, hop, tic. 1,65 de l'autre côté, hop. Et puis ensuite on vient chercher l'intersection des deux. Zouf. Et on place le point d'équivalence à l'endroit où il est, c'est-à-dire ici, pas à un autre endroit. Ensuite, on va venir chercher le volume équivalent. Pour ça, eh bien, on va utiliser les graduations, elles sont assez précises. Donc on y va. Si on va pour utiliser les graduations, là, on va tomber sur un volume qui est entre deux graduations. On a 15, 15,25, 16, 16,75 et entre 16,75 et entre 15,75 et 16,75, on va lire éventuellement en utilisant les graduations 15,875 millilitres. Et voilà, on prend ça, allez hop, 15,9. On prend la valeur la plus précise. Moi j'ai décidé de prendre la moitié de la graduation. Autre possibilité, on utilise l'échelle du document. On a 26,0, on prend toujours la plus grande échelle, on mesure. On mesure la longueur du segment entre ici et là. Et puis on regarde ce que ça donne. Donc là, je vais faire par lecture graphique. En tout cas, je m'assure que c'est cohérent par rapport aux petites graduations. Donc on fait attention dans la lecture. Donc 15,75 de volume équivalent. Donc ici, le volume équivalent est égal à 15,875 millilitres. Et c'est parti pour les calculs. Donc d'après la question 20, on avait établi la relation à l'équivalence. Ici, N égale à C fois V, donc CA fois V prélevé, CB fois VE. On fait attention à bien attribuer les bons volumes au bon nombre de moles. Et puis on remplace les valeurs numériques, ce qui nous donne ici la concentration d'acide dans notre bécher qui est égale à CB fois VE divisé par V prélevé, ce qui nous donne ici 15,875 10 puissance moins 2 mol par litre. Alors ça, c'est la concentration dans la solution, mais elle était diluée d'un facteur 100, comme indiqué dans le texte. Et du coup, on avait la solution, ça, elle était diluée, donc le texte disait que ça, c'était C1, la solution qui était là, ici. Et puis, du coup, C1 était égal à C0 divisé par 100, d'après le texte, qui nous indique que C0 est égal à 100 fois C1, soit ici 15,875 mol par litre. Alors on nous demandait de commenter l'écart éventuel de cette valeur. On attendait 16,3. Alors les valeurs, ça peut être un écart dans le titrage, à la lecture du volume équivalent. Ça peut être un écart dû à la pipette. Et ça peut être un écart aussi un écart dû aux concentrations des solutions. Donc là, on peut avoir des petits écarts expérimentaux, mais on retrouve quand même quasiment la valeur attendue. Alors, on peut aussi faire un petit calcul qualitatif de pourcentage d'erreur. Ainsi, ici, si on fait 15,875 divisé par 16,3, eh bien, on trouve 97% d'accord entre les deux résultats. Donc ça, c'est 97% de la valeur trouvée. Donc bon, on a une erreur de 3% très qualitativement, donc c'est assez proche. Donc voilà, là ce qu'il faut dans ce commenter un écart éventuel, c'est dire qu'il y a des incertitudes. Donc voilà pour ce devoir. Et maintenant, intéressons-nous à la répartition des points. Alors les points.
Donc ici, définition d'un acide selon Bronsted, acide plus base, 0,5 points. Là, la demi-équation 0,75 en tout ou rien. Ici, 0,5 points en tout ou rien également. Là, 0,5 points en tout ou rien, c'est-à-dire qu'on met 0 ou on a des points. Ici, 0,75 points répartis comme suit. 0,25, 0,25 et la combinaison 0,25. Après, donc, acide fort, acide faible. Le tableau d'avancement, moi je mettais 2 points et j'enlève 0,5 points à chaque erreur dans le tableau d'avancement. Ensuite, question 7, eh bien, 1 point avec le calcul du x final. Et puis après, bon, vous pouvez remplir le tableau, mais ce n'était pas forcément utile, mais dire qu'il est limitant et dire le x final. Rappelez la définition du pH 0,5 points en tout ou rien. Ne pas oublier le sur C0, c'est important pour les unités, puisqu'ici il ne faut pas d'unité à l'intérieur. La valeur avec l'application numérique, c'était quoi? Un demi-point. Est-ce que c'est fort? Rappelez la définition d'acide fort, 0,5 points. Faire l'analyse correcte et déduire que c'est un acide faible, 0,5 points. Étant de nature généreuse, la question, se dire juste qu'il y a la présence d'un spectateur, avec une petite explication autour du texte, un truc à peu près compréhensible, 1 point. La question 12, eh bien ici on attendait le facteur d'échelle, la lecture, la construction du point, donc des belles droites séquentes 0,5 points, une lecture du volume équivalent correct 1 point, et puis ensuite la présence du facteur d'échelle 1 point pour aboutir au calcul correct, calcul qui doit être suffisant. Alors l'acide formique, bon j'avais laissé cette question là, mais on n'avait pas revu, enfin c'est pas revu, oh tiens carboxylique, il y a une faute là, oui ça, carboxylique, hop. Du coup, acide carboxylique, 0,25 points, c'était un bonus, parce qu'on n'avait pas revu la fonction chimique. Donc ici, justifier qu'on a un carbone, 0,5 points. Écrire l'équation en tout ou rien, 0,5 points. Et puis après, la combinaison. Donc 0,25 points pour justifier le rôle. Donc une petite phrase qui dit ben, on neutralise l'acide, on détruit l'acide. Voilà. Et on contrebalance l'effet de l'acide, peu importe, quelque chose de qualitatif. Et puis donc ça c'était sur 0,5 points et 0,75 points, bah, première demi-équation, deuxième demi-équation et équation totale. Alors ensuite, des questions techniques, question 17, une question technique de calcul. Je l'ai mis sur 0,75 points pour pas être trop sanctionnant par rapport à ce calcul qui est assez dense. Certains vont dire qu'il y a une relation directe, mais je trouve que ça traduit un peu un manque de maîtrise. On peut vraiment rester sur des démonstrations cohérentes. Donc 0,75 points ici, ce qui est simplifié si on connaît la relation directe entre C, la concentration, et l'indication de titre massique, qui peut s'apprendre par cœur. Là, 0,5 points, sans justification, tout ou rien. 0,5 points pour la définition, 0,5 points pour la relation à l'équivalence, faisant mention des nombres stoichiométriques, l'un ou l'autre. Et puis ici, 1 point et demi pour le quoi? La justification du facteur de dilution, ce qui justifie le volume final et le choix des deux verreries. Donc 0,5 points pour la justification du calcul et 0,5 points pour chacune des verreries. Alors, question 22. Légendé, ben, 1 point, 0,25 pour chaque élément du dispositif. Ça, c'était en plus, c'est plus structurel pour l'organisation de la recherche suivante. Et après, 1 point et demi, 0,5 points pour extraire correctement le volume équivalent, donc la méthode des tangentes et une bonne lecture de points. Ensuite, 0,5 points pour la conduite du calcul et 0,5 points pour la multiplication par 100 avec un petit commentaire. Et voilà, sur un point et demi, c'était réglé. Donc bah, j'espère qu'en réalisant cette correction, cette solution, vous allez pouvoir mieux performer sur ce type de domaine pour la prochaine fois. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre les erreurs éventuelles commises, ou bien les stratégies mises en œuvre de façon un peu plus précise, notamment sur le titre massique peut-être, pour pouvoir répondre correctement et sans être trop perdu dans ses explications sur cette thématique. Voilà. Donc c'était la correction d'un devoir de terminale sur les titrages et réactions acide-base.